disait l'armée russe, c'était le général Yakovlev sur ce plateau, disait l'armée russe est nulle. C'est les propos qu'il avait déclarés. J'ai jamais dit ça. Voilà, le général Yakovlev disait l'armée russe est nulle. On a dit Poutine est gravement malade, il tiendra pas l'année. On a dit, et c'est vrai, l'économie russe se porte très mal. Donc théoriquement, on devrait attendre que la Russie s'écroule. Au lieu de ça, on parle à Poutine, il est là, il parle à Trump, il parle maintenant à Emmanuel Macron. Est-ce que d'une certaine manière, c'est une victoire d'étape, mais c'est une victoire d'étape. L'un des principaux sujets était la perspective d'un règlement pacifique en Ukraine. Les dirigeants ont confirmé leur approche fondée sur des principes en ce qui concerne d'éventuels accords. Mais je voudrais noter qu'en examinant la situation en Ukraine, Vladimir Poutine a rappelé que le conflit ukrainien était une conséquence directe de la politique des États occidentaux qui, pendant de nombreuses années, ont ignoré les intérêts de sécurité de la Russie et créé un tremplin anti-russe en Ukraine. L'élimination de Vladimir Poutine, c'est la condition de la paix en Europe. Est-ce qu'on a les moyens de cela? Non, parce que Zelensky est prêt à parler à Poutine. Tout le monde a compris qu'il faudrait qu'à un moment... Est-ce que c'est une erreur? Non, enfin, je pense que M. Zelensky est tout à fait... Il a changé d'avis. Je vous rappelle, ici même sur LCI, il disait « Tant que ce régime sera là, je ne lui parlerai pas ». Et maintenant, il lui parle. Est-ce que c'est du défaitisme? La paix vaut bien une messe, si je puis dire. Armes nucléaires défensives et offensives, au sol, en mer et dans les airs. Avec les Américains, les Russes sont les seuls à disposer de tout l'arsenal stratégique. Moscou compte même le plus grand stock d'armes nucléaires au monde. Selon l'observatoire CIPRI, il se composait l'année dernière de 6255 ogives, un peu plus que son rival américain. Les deux pays disposent à eux deux de 90% du stock mondial. Plus de 1600 missiles russes seraient actuellement déployés. Cela signifie qu'ils sont prêts à être tirés rapidement par l'armée russe. Parmi cet arsenal, il y a l'effrayant RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN, la plus grosse arme intercontinentale jamais conçue. Selon les autorités russes, son rayon d'action dépasse les 10 000 km. Il pourrait détruire un territoire d'une taille égale à la France. Mais comme les pays disposant de la puissance nucléaire, Moscou s'en sert avant tout comme une force de dissuasion. Ces armes dévastatrices risquent désormais d'être déployées en dehors de la Russie. L'allié biélorusse vient de réformer sa constitution en autorisant la présence de missiles nucléaires sur son sol. Nous savons ce que cela signifie pour la Biélorussie d'être nucléaire. Cela signifie que la Russie mettra des armes nucléaires en Biélorussie et c'est une voie très dangereuse. Les récentes déclarations de Vladimir Poutine, sous-entendant une possible utilisation de l'arme nucléaire, ont fait monter d'un cran les tensions. En 2014, déjà, lors de l'annexion de la Crimée, le président russe avait fait référence à son statut de puissance nucléaire pour décourager toute riposte. Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonzac Tompo TV. Mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors, je voudrais encore une fois de plus vous le rappeler. Toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je suis en santé, je me porte bien, j'espère vous aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Toutes celles de ceux qui sont debout ce matin, même si vous avez un petit bobo, ça peut arriver que le corps soit sous pression, comme moi il y a quelques heures, et qu'on se remette à plomb. Ceux qui sont à l'hôpital, je vous souhaite bon rétablissement. Malheureusement, beaucoup nous quittent aussi. Cette nuit, beaucoup d'entre nous sont partis. Au courant de cette journée, partiront aussi. Nous présentons les condoléances par anticipation, parce que dans notre pays, le Cameroun, comme j'aime le dire, le Cameroun est le pays qui offre la mort. Donc j'ai une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés. Mes condoléances aux différentes familles. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement ce matin vous entretenir une fois de plus
sur la situation socio-politique, économique dans notre pays, le Cameroun. Mais avec un point bien précis. Je suis contre les élections et je vous explique pourquoi. Parce que les élections aujourd'hui ne sont pas ma priorité. Regardez là-bas, non? Tu fais quoi avec la matière? C'est la présidence de la République. À domicile. Ne touche personne, laisse qu'il était violent, ne touche personne. Allez-y. Avec la machette, jusqu'à la machette. Oui, c'est ça avec moi là-bas. Mettons-nous là. Laisse ça. J'ai dit que tu laisses ça. Laisse ça. Manga. Non. Je ne peux pas laisser. Laisse ça. J'ai au moins un cas. Moi j'ai cru que tu devais me suivre en parle. Et tu as dit comme ça. Moi j'ai cru que tu pouvais me suivre. Non, quand tu viens. Non, je t'ai parlé seulement. Non, tu peux le semblant là, calme-toi si tu es intelligent. Calme-toi. Madame. Oh, taisez-vous. Tais-toi avec ce que tu dis là. Tais-toi, Manga, suis-moi. Les élections pour moi ne font pas partie de la priorité. Vous avez vu l'introduction de cette publication, les élus qui s'agrippent comme ça, avec le drapeau vert ou jaune, et c'est comme ça dans tous les domaines. Les élus, entre eux, bagarre. Les policiers, les gendarmes, entre eux, bagarre. Les policiers, les militaires, bagarre. Les policiers, entre policiers, bagarre. Les citoyens, bagarre. Les agressions terribles. Aujourd'hui, il y a une autre forme d'agression qui veut que vous entrez dans un taxi, c'est le taximan qui est complice de votre agression. Son complice est quelque part devant. Il rentre dans la voiture, on vous sort le couteau, ils prennent ce que vous avez. Vous êtes seul, vous allez faire comment? Et ça se passe dans notre pays. Mais les autorités camerounaises ne regardent pas ça. Comment stopper cette violence qui est devenue quotidienne dans notre pays? Mais tout ce qui intéresse ces gens, c'est porter le grade de commandant et faire signer les faux décrets au président de la République. Je dis donc que je ne suis pas pour, parce que ce n'est pas la priorité. La priorité pour moi dans mon pays, le Cameroun, en ce moment, se relève sur 3 points. 3 seuls. Le peuple camerounais. Répondre aux aspirations du peuple camerounais. Reformer tout et remettre au peuple camerounais. D'abord. Deuxièmement, le président Paul Biya et ses parents âgés qui sont aux affaires, les protéger. Vous allez comprendre pourquoi. Ne les dédouane pas de l'échec. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la protection de ces gens-là. Protéger Kaveh Djibril, protéger Nyat, protéger Moudiki, protéger Laurent Dessau, protéger Paul Biya lui-même, protéger Clément Atangana. Protéger ces gens-là, c'est les ramener dans les villages, qu'ils se reposent. Pourquoi? Le troisième point va vous être intéressant. Parce que le monde, la France et les autres pays ont utilisé ces gens-là pour les servir et nous ont amenés à nous opposer à nos parents en les humiliant tous les jours. Je ne regrette pas tout ce que j'ai dit depuis plus de 30 ans. Mais c'est ce qu'on nous a imposé parce qu'en nous poussant dans la pauvreté, en nous imposant la pauvreté, en tuant les nôtres, en emprisonnant les nôtres, en poussant d'autres en exil, ces parents-là ont fait le travail de la France. En nous opposant les guerres entre nous, ces parents-là ont fait le travail de la France et pour les Français. Je vais le dire autrement. Ces parents-là ont fait le travail qui leur a été imposé par les dirigeants successifs français et par les gouvernants français et les gouvernements français différents. C'est pour ça que nos parents-là ont agi ici. Est-ce que ça les dédouane? Non. Ils pouvaient dire aussi non. Comme Thomas Sankara l'a dit, l'a fait. Cela lui a coûté la vie, mais il est rentré dans l'histoire. Mais nos parents ont accepté ça parce qu'ils se sont contentés de leur intérêt personnel. Donc nos parents-là ont été des égoïstes. Ils ont été des personnes méchantes vis-à-vis de nous. Ils ont été des égocentriques. Certains sont devenus même des tueurs de leur propre peuple. Mais quand on a regardé tout ça, le temps passant, on a vu le temps passer. On a vu ce qui s'est passé. 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, ceux-là qui ont utilisé nos parents
pour que nos parents soient nos bourreaux, aujourd'hui ils sont chassés de l'Afrique, de l'AES, du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, de la Centrafrique, des autres pays. Ils sont chassés. Parce que ces gens-là n'ont pas pris le temps de penser au-delà de 50 ans, de penser au-delà de la guerre. C'est-à-dire que nous avons affaire à des personnes qui ne parlent aucun autre langage que celui de tuer, de changer de régime, tuer, changer de régime. Mais ces gens-là ne vous disent pas qu'il y a des pays qui vivent sans démocratie, sans président. Mais tous les pays occidentaux, ou presque, sont à genoux, rampent auprès des pays des Émirats arabes, auprès du Qatar, l'Arabie saoudite, auprès de tous ces pays-là. Les occidentaux, tous les pays occidentaux rampent là-bas, alors que là-bas, ce ne sont pas des démocraties. Ce ne sont pas des démocraties at all, mais ils sont là-bas. Ils sont venus donc en Afrique pour nous imposer les démocraties. 60 ans plus tard, ils ont fait une Afrique aujourd'hui dont on voit plus de cimetières que des humains. Nos dirigeants ont été assassinés. Ils les ont liquidés. Je vous invite à écouter l'extrait de ce que dit ce monsieur que j'ai gardé pour vous. Parce que j'aime vous parler avec des éléments qui accompagnent mon propos. Écoutez et regardez. Qui est le diable? J'ai voulu comprendre pourquoi, d'abord le désamour en Afrique. Pourquoi, en quelques années, on a disparu, nous Français. Pourquoi aujourd'hui, dans les rues de Dakar, on parle de débaptiser, d'enlever les noms français. Pourquoi au Tchad, nous sommes partis la queue basse il y a je crois qu'il y a 2 semaines, notre armée qui était présente au Tchad depuis plus de 50 ans. Et pourquoi? Eh bien, je pense que, et c'est précisément cette phrase que vous venez de citer, je pense que d'abord, on a conduit, depuis la chute de l'URSS, des guerres, on a désigné des diables. On a désigné, il y a eu Saddam Hussein, il y a eu Kadhafi, il y en a eu pas mal. On a conduit des guerres au nom de la liberté, en essayant d'apporter au monde, en disant, on va vous apporter, moi je me souviens des soldats américains qui me disaient, on va faire the gift of freedom, le don de la liberté aux Irakiens. Et donc, ils disaient ça, moi je voulais bien les croire. Le problème, c'est qu'en fait, en réalité, on ne fait jamais le bilan. On arrive 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et on regarde ce que sont devenus ces pays auxquels nous étions censés supprimer un dictateur pour mettre à la place la démocratie, etc., etc. Et c'est pire. En réalité, c'est le chaos. Bien. Alors vous avez écouté ce monsieur qui parle. En réalité, c'est ce que je vais retenir. En réalité, on ne fait jamais le bilan. Ils ne font jamais le bilan. 60 ans plus tard, ils font les mêmes choses. Ils reprennent les mêmes au Gabon. Ils reprennent les mêmes en Afrique. Ils reprennent les mêmes en Côte d'Ivoire. La même chose. Ils ne font pas le bilan. Il le dit, les Français. Ils sont venus en Afrique, soi-disant supprimer les dictateurs. Supprimer les dictateurs. Les effacer, les tuer. Yes. Ils ont comme ça entraîné les guerres parce qu'ils voulaient nous imposer les libertés. Comme si on nous avait dit que nous étions dans des enclos enfermés. Ils viennent pour nous apporter des libertés. Depuis 50 ans, ils n'ont fait que ça. Alors, quand je disais à l'un des responsables du bureau du cabinet de Aliou Marie que dans les années à venir, si rien n'est fait dans cette politique que vous avez imposée en Afrique, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Il m'a posé la question, pourquoi vous pensez ainsi? Je lui dis, vraiment mon colonel, Napoléon n'avait pas 50 ans à l'époque. Alors, ce monsieur-là qui vient vous dire aujourd'hui qu'ils ont tué les Kadhafi, ils ont tué les autres, ils ont tué pas mal de nos compatriotes. Aujourd'hui, ils sont chassés en Afrique. Ils ne font pas le bilan. C'est la même chose que nos propres parents ne font pas de bilan. C'est pour ça que je vous dis, tout en condamnant ce que ces parents ont fait, ne faisons pas les mêmes erreurs que nos parents que vous voyez là. Ne les laissons pas. Ne laissons pas nos parents à la merci de ces dirigeants occidentaux qui vont encore les humilier comme ils l'ont fait avec Bokassa, comme ils l'ont fait avec Goukouni, comme ils l'ont fait avec Hissène Habré, comme ils l'ont fait avec Idriss Déby, comme ils l'ont fait avec Mobutu, comme ils l'ont fait avec Omabo, comme ils l'ont fait avec Blaise Compaoré, comme ils l'ont fait avec ces gens. Ne laissons pas nos parents encore entre les mains de ces gens. C'est continuer à imprimer, à faire leur politique, la politique de l'humiliation, la politique des crimes. Il faut qu'on arrête ça. Il est temps dans notre pays qu'on s'asseye, qu'on fasse le bilan que les autres n'ont pas pu faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi en sommes-nous là? Pourquoi nos frères sont en prison? Pourquoi nous nous entretuons? Nous, on s'entretue pourquoi? Est-ce que vous savez qu'en France, il y a la Corse qui veut son indépendance? Est-ce que vous savez qu'en France, il y a la Corse? Est-ce que vous savez qu'en Espagne, il y a les Catalans? Mais ces gens-là vivent. Pourquoi nous, nos frères, qui font des revendications légitimes, pourquoi nous sommes obligés de nous entretuer? Ils tuent les francophones tuent les anglophones. Est-ce que ce sont nos langues? Non. Est-ce qu'on les a adoptées? Oui, ces langues-là ont été adoptées. Alors comment faire pour vivre ensemble sans nous considérer comme francophones et anglophones? Vivre seulement pour, profiter de la vie.
Voilà des gens qui sont arrivés chez nous avec une nouvelle casquette. Le Boko Haram. Les petits-enfants connaissent Boko Haram et beaucoup ne savent même pas le nom de leur ancien président. Avant Amadou Ahidjo, il y avait André Marimbida. Les enfants ne savent pas ça, mais les enfants aujourd'hui te parleront de Boko Haram. Parce que ce sont les noms des djihadistes que les mêmes occidentaux nous ont imposés. Et après avoir ramené ces gens-là, on fait d'eux des chefs d'État comme en Syrie. Pendant ce temps, les nôtres sont en exil, sont enterrés, qu'on ne peut même pas les voir. Alors que la France les a utilisés pour tuer nos propres compatriotes. Personne ne se pose la question, pourquoi ces gens-là meurent? Pourquoi tue-t-on autant de gens en Ukraine? L'Ukraine est venue hier. Mais pourquoi tue-t-on autant de gens au Mali, au Burkina, au Niger? Pourquoi tue-t-on autant de gens au Cameroun? Pourquoi tue-t-on autant de gens au Soudan? Pourquoi tue-t-on autant de gens au Yémen? Pourquoi tue-t-on autant de gens en Syrie, en Palestine? Pourquoi tue-t-on autant de gens en Israël? Personne ne se pose de vraies questions. On tue des gens, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Parce que les gens ont leur agenda à eux. Ils ont leur agenda qui n'est pas le nôtre. La seule chose qui se renouvelle, on dit non, le stock de munitions de tel a diminué. Le stock de missiles de tel a diminué. On ne te parlera pas le stock de riz au Cameroun. Le bol de riz coûte combien? Le bâton de manioc, le plantain, l'essence, les retraités, comment font-ils pour vivre? Les femmes dans les hôpitaux, comment font-elles pour accoucher? L'eau, la nourriture. Personne ne se pose ces questions. Il faut renouveler le stock. L'autre a créé une bombe qu'on appelle Satan 2. L'autre c'est Satan 3. L'autre c'est la bombe Satanicus. L'autre c'est la bombe Anustocratus. C'est-à-dire, on est toujours dans des degrés de crimes, de masse. Créer des instruments, quand ce n'est pas Coco que vous connaissez, pour tuer en masse, ce sont les armes. Quand ce ne sont pas les armes, ce sont des médicaments qu'il faut utiliser pour tuer en masse. Ça, c'est leur politique. La nôtre, c'est laquelle? Pourquoi nous ne nous posons pas de bonnes questions? Ma priorité n'est pas une élection. Ma priorité, c'est la réforme pour se poser de bonnes questions. Parce que ces gens qui sont au Cameroun, ils ne se battent pas pour une élection, pour la candidature du président Biya, pour réformer. Sinon, ils auraient fait ça depuis 42 ans, 43 ans. Ils le font pour mieux conserver les biens malhonnêtement acquis. Mais pour après être chassés, comme Ali Bongo l'a été. C'est pour ça que je ne veux pas d'élection. Pour le moment en tout cas. Je suis pour les réformes. Regardez vous-même au Cameroun. Comment nos parents vivent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Regardez comment on va prendre les petites filles au quartier. On dit allez porter la tenue de Paul Biya. Allez, les petites filles de 15-18 ans qui se représentent encore. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Est-ce que vous avez vu comment vivent les retraités dans notre pays, le Cameroun? C'est-à-dire des gens qui sont dans des villages en Goulmokon, des gens qui sont dans le village très loin au fin fond, 50 km après Obala, des gens qui sont du côté de Déa. On leur dit, quand vous êtes malade, venez vous soigner à l'hôpital de la Caisse. Tu quittes Goulmokon, tu quittes 50 km après Obala, tu quittes Ezeka, tu quittes Douala, mais il faut aller te soigner à l'hôpital de la Caisse. Avec combien? Le retraité a combien? Même sa retraite n'est pas régulière. D'autres ont 50 000, d'autres ont 75 000, d'autres ont 20 000. 20 000. J'ai ma tante dont je vous parle régulièrement qui a le cancer. Elle va toucher 20 000. Ne lui parlez même pas de ce que non, le maman. Non, non, c'est 20 000 là pour elle, c'est beaucoup d'argent. Ça va soigner quoi? Parce que c'est moi qui la prends en charge. Avec l'accompagnement de certains d'entre vous, des médecins, de certains amis qui connaissent tel produit, tel ainsi de suite, qui lui apportent de l'aide, comme à beaucoup d'autres dans notre pays, le Cameroun. C'est ça que nous voulons. C'est ce régime-là que nous voulons reprendre. Ce matin, j'apprends qu'une jeune fille qui allait récupérer l'argent et travaille dans une structure, dans le taxi, on l'a agressée. Dieu merci, elle n'a pas été poignardée. Quel traumatisme dans notre pays. Rien n'est fait pour. Alors vous allez comprendre d'où vient cette idée. Pour ces gens-là, je vous invite à regarder attentivement cet autre extrait vidéo. Écoutez et regardez. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie.
Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures. Financez les mouvements séparatistes. Maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables. Ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie, financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits, possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leurs réussites. Transformez leurs victoires en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette, offrir des prêts avec des conditions impossibles, les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre.